Il n'avait que 17 ans lorsqu'il monta dans ce cockpit. 173 vies allaient bientôt dépendre de lui. Ce qui se produisit ensuite changea sa vie à jamais et prouva que les héros n'ont pas d'âge. Alejandro Moral, âgé de 17 ans seulement, se levait chaque matin à 4 heures pour nettoyer les toilettes de l'aéroport international Eldorado de Bogota. Vêtu d'un uniforme bleu délavé et serpillière à la main, il parcourait le terminal tandis que les premiers vols de la journée se préparaient au décollage. Mais pendant qu'il nettoyait, ses yeux restaient rivés au hublot, observant ces immenses oiseaux de métal s'élever dans le ciel, défiant la gravité. Alejandro, arrête de rêvasser et termine le secteur B. Hurla son superviseur Don Carlos, un homme amer qui occupait le même poste depuis 30 ans. Les avions ne sont pas pour les gens comme nous. Mais Alejandro ne put s'en empêcher. Depuis son enfance, il ressentait une attirance inexplicable pour l'aviation. Il vivait avec sa grand-mère Esperanza dans une modeste maison en briques de Ciudad Bolívar, l'un des quartiers les plus pauvres de Bogota. Sa mère était morte quand il avait 12 ans, victime d'une maladie qu'il n'avait pas les moyens de soigner. Son père n'avait jamais fait partie de sa vie. Grand-mère Esperanza vendait des arepas dans la rue pour qu'Alejandro puisse aller à l'école, mais même ainsi, l'argent suffisait à peine à couvrir ses besoins. « Mon petit-fils deviendra quelqu'un d'important », disait-elle aux voisins en préparant les arepas à l'aube. « Ce garçon a quelque chose de spécial. »« Je le sais. » Alejandro avait obtenu son baccalauréat avec les meilleures notes de sa promotion, mais l'université était hors de portée. L'école d'aviation en Colombie coûtait plus cher que ce que sa famille gagnerait en toute une vie. Il a donc accepté le poste de concierge à l'aéroport, non seulement pour le salaire, mais parce que c'était le meilleur moyen de réaliser son rêve. Pendant ses pauses, il se faufilait derrière les hangars, fouillant dans les poubelles à la recherche de manuels de vol abandonnés, de vieux magazines d'aviation, de tout ce qui pouvait lui apprendre des choses sur les avions. Il avait mémorisé chaque détail du Boeing 737. Il connaissait les procédures d'urgence mieux que la plupart des pilotes. Il avait étudié les cartes de vol jusqu'à pouvoir naviguer mentalement dans toute l'Amérique du Sud. « Qu'est-ce que tu fais là, mon garçon ?» demanda une voix grave un après-midi. C'était le capitaine Eduardo Suarez, un pilote chevronné d'Avianca qui avait aperçu Alejandro en train de lire un manuel technique pendant le déjeuner. Surpris, Alejandro se leva vivement. « Désolé, capitaine. J'étais juste en train d'étudier. » Eduardo regarda le manuel dans les mains du garçon. Systèmes hydrauliques d'avion. Pas vraiment une lecture facile. Comprends-tu ce qui est écrit? Oui, monsieur. Les systèmes hydrauliques sont essentiels au contrôle du vol. En cas de panne, le pilote doit passer en mode manuel de secours. Eduardo haussa un sourcil, sincèrement surpris. Comment as-tu appris ça? Je lis tout ce que je peux sur l'aviation. Je veux devenir pilote un jour. Le capitaine étudia les yeux du garçon. Il y avait du feu dans ses yeux. Une soif qu'il reconnaissait depuis sa propre jeunesse. Savez-vous combien cela coûte de devenir pilote commercial? 200 millions de pesos, répondit aussitôt Alejandro. J'ai vérifié dans toutes les écoles. Et comment vas-tu payer ça? Alejandro baissa les yeux. Je ne sais pas. Mais je n'abandonnerai pas. Eduardo sentit quelque chose remuer en lui. Il se souvenait d'avoir été jeune, pauvre et désespéré de voler. S'il avait réussi, c'était uniquement parce qu'on lui avait donné sa chance. Et si je t'apprenais quelques trucs? Sans promesse. Juste pour voir si tu es sérieux. Le visage d'Alejandro s'illumina comme les lumières d'une piste. Vraiment, capitaine? Les mardis et jeudis, après ton service. Mais à une condition. Ça reste entre nous. Je ne veux pas que les autres employés pensent que je perds mon temps. À partir de ce moment, la vie d'Alejandro a complètement changé. 2 fois par semaine. Après son service de nettoyage, il rencontrait secrètement le capitaine Suarez dans un bureau vide. Eduardo lui enseignait tout, la météo, la navigation, la communication, les protocoles d'urgence. Alejandro absorbait chaque mot comme une éponge. Je n'ai jamais vu personne apprendre aussi vite, dit Eduardo à sa femme un soir. Ce garçon a un don naturel que je n'avais pas vu depuis 20 ans. Après 3 mois de théorie, Eduardo a pris une décision audacieuse. Alejandro, demain tu viens avec moi au simulateur. Le simulateur? Mais capitaine, je ne suis pas pilote.
Ça ne va pas vous attirer des ennuis? Laisse-moi m'en occuper. Je veux voir ce que tu sais faire. Le simulateur Avianca était une réplique parfaite du cockpit d'un Boeing 737. Lorsqu'Alejandro s'est installé pour la première fois dans le siège du pilote, il a eu l'impression de rentrer chez lui. Ses mains se sont posées instinctivement sur les commandes, comme s'il pilotait depuis des années. Très bien, dit Eduardo en s'installant dans le siège du copilote. Nous volons de Bogota à Cali. Suis mes instructions. Ce qui se passa ensuite laissa Eduardo sans voix. Alejandro ne se contenta pas de suivre les instructions, il les anticipa. Son contrôle était fluide, ses réactions précises. Il exécuta le décollage sans faute, navigua sans erreur et atterrit avec une grâce que même les pilotes brevetés lui auraient enviée. « Comment diable as-tu fait ça ?» demanda Eduardo en regardant les affichages indiquant un vol parfait. « Je ne sais pas, » dit Alejandro, les mains encore tremblantes. C'était juste. Eduardo resta assis en silence, essayant d'assimiler ce qu'il avait vu. En 20 ans d'enseignement, il n'avait jamais vu un talent aussi brut. « Que fais-tu le week-end prochain ? » Au travail, comme toujours. Non. Ce week-end. Tu viens à la maison avec moi. Ma femme doit te rencontrer. Et on doit parler de ton avenir. Alejandro ne comprenait pas pourquoi le capitaine Suarez s'intéressait autant à lui. Mais il n'allait pas remettre en question la première véritable opportunité de sa vie. Lorsqu'il arriva chez le capitaine samedi, ce fut comme un autre monde. Une maison spacieuse et élégante du nord de Bogota, aux murs décorés de photos d'aviation et aux étagères garnies de livres de vol. « Eduardo m'a tout raconté sur vous », dit chaleureusement Carmen, la femme du capitaine, en servant le déjeuner. « Il dit que vous êtes doué. »« Capitaine, puis-je vous demander pourquoi vous faites cela pour moi ?» Eduardo jeta un coup d'œil à Carmen, qui hocha la tête en signe d'encouragement. « Il y a 20 ans, j'étais comme toi. Pauvre. Pas d'autre choix. Mais j'ai fait un rêve qui m'a empêché de dormir. Un pilote expérimenté m'a donné ma chance alors que personne d'autre ne le voulait. Maintenant, c'est mon tour. Mais je ne peux pas vous payer, monsieur. J'aimerais bien. Je ne veux pas de ton argent. Je veux que tu exploites ton talent. Je veux que tu prouves que les rêves peuvent devenir réalité, d'où que tu viennes. » Cet après-midi-là, Eduardo lui fit une offre qui allait tout changer. « Je vais contacter mes contacts chez Avianca. Il existe un programme de bourse pour les jeunes surdoués. C'est très compétitif. Mais je pense que tu as une chance. » Alejandro avait l'impression que son cœur allait exploser. Une bourse. Une vraie chance. Ne vous faites pas trop d'illusions. Vous devrez d'abord réussir des examens et des évaluations. Si vous êtes admis, ce seront 2 années d'études intensives. Êtes-vous prêt à tout donner? Alejandro pensait à sa grand-mère, se réveillant à 4 heures du matin pour les maintenir à flot. Il pensait aux nuits où il étudiait à la lueur des bougies, quand l'électricité était coupée. Il pensait à tous les avions qu'il avait observés par les hublots de l'aéroport, se demandant s'il s'assoirait un jour dans ce cockpit. « Capitaine, je ferai tout ce qu'il faut. » Eduardo sourit. « Alors on commence demain. Parce que pour rivaliser avec des jeunes qui ont étudié l'aviation dans des écoles privées depuis l'âge de 5 ans, il faudra être 10 fois meilleur. » Pendant les 6 mois qui suivirent, Alejandro vécut pleinement dans l'aviation. Il continua son travail de concierge, mais consacra chaque seconde libre à ses études. Eduardo lui donna accès à des simulateurs de pointe, le présenta à d'autres pilotes et le prépara aux examens les plus difficiles de sa vie. Grand-mère Esperanza a remarqué le changement. « Ce garçon est différent », dit-elle à ses voisins. « Il y a dans ses yeux une flamme que je n'avais jamais vue auparavant. » Finalement, le jour des examens de bourse arriva. Alejandro entra au siège d'Avianca en compagnie de 50 autres candidats. La plupart étaient issus de familles aisées et avaient étudié dans les meilleures écoles. Certains d'entre eux avaient même pris des cours particuliers de pilotage. Alejandro, vêtu de son uniforme de concierge fraîchement lavé, le seul vêtement décent qu'il possédait, se sentait complètement déplacé. « Que fait le garçon de ménage ici ?» entendit-il murmurer l'un des autres candidats. « Je suis probablement venu au mauvais endroit », a répondu un autre en riant. Alejandro sentit ses joues brûler de honte. Mais il se souvint alors des paroles du capitaine Suarez, « Peu importe d'où tu viens. Ce qui compte, c'est où tu vas. »
Les examens ont duré 2 jours complets, théorie de l'aviation, mathématiques avancées, physique, anglais technique et, enfin, évaluation pratique sur simulateur de vol. Alejandro savait qu'il avait tout donné. Mais il était aussi conscient qu'il était en compétition avec des personnes qui bénéficiaient d'avantages qu'il ignorait. 3 semaines plus tard, il a reçu un appel téléphonique qui allait changer sa vie à jamais. Alejandro Moral, dit la voix à l'autre bout du fil. Je suis le directeur de la formation chez Avianca. Pourriez-vous venir à nos bureaux demain à 10 heures? Les mains tremblantes, Alejandro demanda la permission de quitter le travail et se dirigea vers le siège d'Avianca. À son arrivée, il trouva Eduardo qui l'attendait dans le hall, un sourire qu'il ne pouvait dissimuler. « Capitaine, que faites-vous ici? Je suis venu pour être avec toi quand tu apprendras la nouvelle. » Dans le bureau du directeur, Alejandro était assis au bord de son siège, se préparant à entendre qu'il n'avait pas été sélectionné. « Monsieur Moral, » commença le directeur. « En 15 ans d'expérience comme évaluateur de candidats pilotes, je n'ai jamais vu de résultats comme les vôtres. Non seulement vous avez obtenu la meilleure note à tous les examens théoriques, mais vos performances en simulateur ont été extraordinaires. » Alejandro sentit le monde s'arrêter de tourner. « J'ai donc le plaisir de vous annoncer que vous avez été sélectionné pour recevoir la bourse d'excellence Avianca. Vos frais de scolarité seront entièrement pris en charge. Une fois votre diplôme obtenu, vous bénéficierez d'un poste garanti de copilote au sein de notre flotte. » Alejandro resta figé, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Eduardo posa une main sur son épaule. « Qu'en dis-tu, futur capitaine Moral ?» Les larmes aux yeux, Alejandro parvint à murmurer « Merci. Merci infiniment. » Cette nuit-là, lorsqu'il rentra chez lui et annonça la nouvelle à sa grand-mère Esperanza, la vieille femme s'assit dans son fauteuil préféré et pleura de joie. « J'ai toujours su que mon petit-fils volerait. » murmura-t-elle en regardant le ciel par la fenêtre. « J'ai toujours su. Mais aucun d'eux n'aurait pu imaginer qu'en seulement 6 mois. » Alejandro serait confronté à une situation qui non seulement mettrait à l'épreuve tout ce qu'il avait appris, mais ferait également de lui le plus jeune héros de l'histoire de l'aviation colombienne. 6 mois après le début de sa formation à l'Académie d'aviation d'Avianca, Alejandro Moral était devenu la star incontestée de sa promotion. Alors que ses camarades peinaient à maîtriser les concepts de base, il maîtrisait déjà les manœuvres avancées habituellement enseignées lors des semestres suivants. Les instructeurs murmuraient à son sujet, surpris par un talent qui semblait défier toute logique. « On dirait qu'il est né pour ça », a commenté le capitaine Ramirez, instructeur en chef. Après une autre séance de simulation au cours de laquelle Alejandro a géré avec calme plusieurs urgences. « En 30 ans de formation de pilote, je n'ai jamais rien vu de tel. » Mais Alejandro gardait les pieds sur terre. Chaque soir, il rentrait chez lui à Ciudad Bolívar, où sa grand-mère Esperanza l'attendait, le dîner prêt et 1000 questions sur ses études. Même s'il bénéficiait désormais d'une bourse complète et d'un avenir prometteur, il était toujours le même jeune homme humble qui nettoyait des salles de bain pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. « Comment s'est passée ta journée, mon pilote ?» demandait sa grand-mère tous les soirs, utilisant le surnom affectueux qu'elle avait adopté depuis le jour où il avait obtenu sa bourse. « Bien, grand-mère. J'apprends quelque chose de nouveau chaque jour. Et quand piloteras-tu un vrai avion? J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Je dois d'abord terminer tous les cours théoriques. Puis les heures de vol en petits avions, et enfin. À mon époque, les choses étaient plus simples, interrompait-elle avec un sourire. Alejandro riait. Sa grand-mère ne comprenait pas pleinement les complexités de l'aviation moderne, mais son soutien inconditionnel lui a permis de rester motivé dans les moments les plus difficiles. C'était un mardi matin quand tout a basculé. Alejandro était en cours de météorologie lorsque son téléphone a vibré, annonçant un message urgent du capitaine Suarez. « Venez immédiatement au hangar 7. C'est urgent. » Alejandro demanda la permission de partir et courut au hangar. À son arrivée, il trouva une scène de chaos contrôlé. Plusieurs cadres d'Avianca parlaient à voix basse, les mécaniciens s'activaient, et au milieu de tout cela se tenait le capitaine Suarez. Avec une expression qu'Alejandro n'avait jamais vue auparavant. « Que se passe-t-il, capitaine ?»« Alejandro, écoute-moi bien. Nous avons une urgence. » Eduardo expliqua rapidement la crise qui s'était produite ce matin-là. Le vol Avianca 892, prévu pour relier Bogota à Carthagène en 2 heures,
transportait 173 passagers et une cargaison médicale essentielle, des organes destinés à une transplantation qui ne pouvait attendre un jour de plus. Le commandant de bord affecté au vol avait été victime d'une crise cardiaque plus tôt dans la matinée et avait été hospitalisé. Le copilote, victime d'un accident de voiture sur le chemin de l'aéroport, était également indisponible. Tous nos pilotes de réserve effectuent d'autres vols, a poursuivi Eduardo. Et le vol ne peut pas être annulé à cause du fret médical. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi, demanda Alejandro, même si quelque chose au fond de lui commençait déjà à comprendre. Alejandro, officiellement, je ne peux pas te demander ça. Techniquement, tu n'as pas de licence de pilote professionnel. Mais officieusement? Eduardo marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Officieusement, tu es le meilleur pilote que j'ai jamais vu. Licence ou pas? Alejandro sentit le monde s'arrêter à nouveau. Capitaine. Vous me demandez de piloter un Boeing 737 commercial avec 173 passagers? Je vous demande de sauver 173 vies, et 3 autres qui attendent ces organes. Je vous demande de faire ce pour quoi vous êtes né. Le directeur des opérations s'est approché, visiblement nerveux. Capitaine Suarez, c'est complètement irrégulier. Si quelque chose tourne mal, j'en suis responsable, interrompit Eduardo. Mais si nous ne faisons rien, les personnes sur la liste d'attente pour une transplantation mourront en attendant. Alejandro regarda autour de lui dans le hangar, voyant tous les visages le fixer avec un mélange d'espoir et de désespoir. Il pensa à sa grand-mère, qui avait toujours cru qu'il était destiné à accomplir quelque chose de grand. Il repensa à chaque manuel qu'il avait étudié, à chaque heure passée dans le simulateur. À toute cette préparation sans jamais savoir que c'était pour ce moment précis. Et si je dis oui? Officiellement, tu serais copilote stagiaire sous ma supervision, expliqua Eduardo. Je serais aux commandes, mais en réalité, j'aurais besoin de toi pour piloter l'avion. Et si je dis non? Personne ne vous en voudrait. C'est une énorme responsabilité pour quelqu'un de votre âge et de votre expérience. Alejandro ferma les yeux un instant, sentant le poids de la décision peser sur ses épaules. Lorsqu'il les rouvrit, sa voix était calme et ferme. Je le ferai. Le hangar a explosé et s'est mis en mouvement. Au cours des 2 heures suivantes, Alejandro a reçu un cours intensif sur les détails spécifiques du Boeing 737, a examiné la trajectoire de vol, a étudié les conditions météorologiques et a rencontré brièvement l'équipage de cabine. Les agents de bord, des professionnels chevronnés qui comptaient des milliers d'heures de vol, n'avaient aucune idée que leur copilote était en réalité un étudiant de 17 ans. Il a l'air très jeune, a déclaré Maria, l'hôtesse de l'air en chef, en regardant Alejandro parcourir les manuels de procédure. Les meilleurs pilotes commencent jeunes, répondit Eduardo. Techniquement sans mentir. Au moment de l'embarquement, Alejandro ressentit un mélange de peur et d'excitation sans précédent. Il enfila l'uniforme de copilote qu'on lui avait trouvé, attacha son badge d'apprenti pilote et marcha jusqu'à l'avion aux côtés d'Eduardo. Les passagers embarquaient, ignorant que leur vie était entre les mains de quelqu'un qui, sur le papier, n'était encore qu'un étudiant. Alejandro les observait à travers la fenêtre du cockpit, des familles avec enfants, des cadres se rendant à des réunions importantes. Des personnes âgées rendant visite à leurs proches et, dans la soute, 3 organes représentant le dernier espoir pour 3 patients des hôpitaux de Carthagène. « Êtes-vous prêt ?» demanda Eduardo alors qu'il commençait les procédures pré-vol. « Je suis prêt », répondit Alejandro, même si ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il examinait les instruments. Les 30 premières minutes se déroulèrent sans encombre. Alejandro s'occupa de la communication avec la tour de contrôle, effectua un décollage parfait et mit le cap sur Carthagène. Eduardo surveillait chacun de ses mouvements, prêt à intervenir si nécessaire, mais ce qu'il vit le rassura. Alejandro pilotait comme un professionnel chevronné. Contrôle de Bogota, ici Avianca 892. Signalant une montée normale jusqu'à l'altitude de croisière, Alejandro dit d'une voix bien plus mature que son âge. Avianca 892, bien reçu. Bon vol. Pendant la première heure, tout se déroula sans encombre. Les passagers se détendirent. Certains s'endormirent, d'autres lurent ou regardèrent des films sur leurs appareils. Alejandro surveillait constamment les instruments. Ajustait l'altitude en fonction du vent et communiquait régulièrement avec le contrôle aérien. Mais à 11h47, alors qu'il survolait les montagnes d'Antioquia, tout a basculé.
Copilote. Voyez-vous cela sur le radar météo? Demanda Eduardo en désignant une masse rouge foncée qui approchait par l'ouest. Alejandro fixait l'écran, un frisson le parcourant. C'était un orage électrique massif, bien plus important et violent que prévu ce matin-là. Il s'étendait sur des centaines de kilomètres, bloquant complètement leur route vers Carthagène. Capitaine. Cette tempête n'était pas prévue, dit Alejandro en ajustant le radar pour une image plus claire. Les tempêtes tropicales se développent vite à cette époque de l'année, répondit Eduardo. Mais Alejandro percevait l'inquiétude dans sa voix. Alejandro contacta immédiatement le contrôle aérien. Contrôle. Avianca 892 demande un changement de route en raison de conditions météorologiques difficiles. Avianca 892, nous voyons la même formation de tempête. Quelle altitude et quel itinéraire alternatif demandez-vous? Alejandro étudia rapidement les options de navigation. Il pouvait tenter de survoler la tempête, ce qui pousserait l'avion à ses limites. Il pouvait la contourner, rallongeant leur trajet de plus d'une heure, mais il manquait de carburant. Ou bien il pouvait tenter de traverser un étroit couloir entre les cellules orageuses, ce qui était dangereux mais faisable. Contrôle, demande de monter à 41 000 pieds pour survoler la formation. Négatif, Avianca 892. Nous avons du trafic militaire à cette altitude. Détour par le sud recommandé. Alejandro recalcula le carburant. Un détour par le sud les rapprocherait dangereusement des réserves minimales, surtout avec des vents contraires potentiels. Eduardo parla doucement, utilisant pour la première fois le prénom d'Alejandro. Nous n'avons pas assez de carburant pour un long détour. Tu as raison, répondit Alejandro. Alors que proposes-tu? Alejandro scruta à nouveau attentivement le radar météo, à la recherche d'une fenêtre. Après quelques instants de tension, il désigna l'écran. Là, entre ces deux cellules, il y a un couloir d'environ 10 km de large. Il est étroit, mais on peut y arriver. Eduardo fronça les sourcils. Si ces tempêtes changent, on est coincé. C'est toujours notre meilleure option. La cargaison médicale ne peut pas être retardée de 2 heures. Eduardo hocha la tête d'un air sombre. Contrôle, Avianca 892 demande cap 180, descente à 35 000 pieds. Entrée dans un couloir d'activité météorologique. Avianca 892, êtes-vous certain de cette décision? Nous constatons une activité orageuse importante dans cette zone. Alejandro prit le micro. Contrôle, affirmatif. Nous avons du matériel médical essentiel à bord. Nous devons atteindre Carthagène au plus vite. Compris, Avianca 892. Autorisé cap 180, descente à 35 000 pieds. Volez avec prudence et tenez-nous au courant. Alejandro ajusta le cap de l'avion. À l'approche du couloir orageux, les nuages s'élevèrent comme des montagnes gris foncé, illuminés de l'intérieur par des éclairs constants. Mesdames et messieurs, ici votre commandant. Nous prévoyons des turbulences. Veuillez rester assis, ceintures attachées, annonça calmement Eduardo. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'ils allaient traverser l'une des tempêtes les plus dangereuses qu'il ait jamais vues. Alors qu'il pénétrait au bord de la tempête, l'avion se mit à trembler violemment. Alejandro maintenait fermement les commandes, ajustant constamment son cap pour maintenir le cap tandis que de violents courants d'air les frappaient. Éclair. 2 heures. Cria Eduardo. Alejandro vit l'éclair et sentit les poils de ses bras se hérisser sous l'effet de l'électricité statique. Il tint bon, volant entre les deux cellules orageuses. Dans la cabine, la panique montait. Certains passagers pleuraient, d'autres priaient à haute voix. Une hôtesse de l'air s'approcha du cockpit. « Commandant, les passagers sont terrifiés. »« Combien de temps encore ?»« Dites-leur que tout est sous contrôle, » répondit Eduardo. « Encore 5 minutes et nous voilà partis. » Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. Un éclair massif frappa l'aile droite de plein fouet. L'avion s'illumina d'une lumière blanche aveuglante, suivi d'un fracas assourdissant qui secoua toute la structure. Alejandro sentit l'appareil vibrer comme frappé par un coup de marteau divin. L'espace d'un instant, il perdit complètement le contrôle. Les lumières de la cabine vacillèrent, puis s'éteignirent, plongeant le cockpit dans l'obscurité totale. Seuls les cris de panique, le sifflement du vent et les alarmes retentirent. Eduardo.
hurla Alejandro en essayant de stabiliser l'appareil d'une main. Les instruments sont hors service. Mais lorsqu'il se retourna, Eduardo était affalé sur son siège, inconscient. La foudre avait provoqué une surtension qui avait désactivé non seulement l'avionique, mais aussi le stimulateur cardiaque d'Eduardo. Le commandant de bord expérimenté était inconscient au moment le plus critique du vol. « Capitaine Eduardo !» s'écria Alejandro en secouant l'épaule tout en continuant à voler. Mais il n'y eut aucune réponse. La respiration d'Eduardo était saccadée. Son pouls était faible. Dans la cabine passager, le chaos régnait. Les agents de bord s'efforçaient de calmer les passagers. « Restez assis, tout le monde. Tout ira bien », cria Maria, l'hôtesse de l'air en chef, en arrivant au cockpit. Lorsqu'elle ouvrit la porte et vit la scène, elle se figea. Eduardo était inconscient et, sur l'autre siège, un jeune homme paraissait bien trop jeune pour piloter. « Où est le commandant de bord ?» demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. « Il est inconscient », répondit Alejandro. Son stimulateur cardiaque a lâché sous l'effet de la décharge. « Qui êtes-vous ? Pouvez-vous piloter cet avion ?» Alejandro croisa son regard, et Maria vit quelque chose qui la calma. Une détermination absolue. « Je suis Alejandro Moral, copilote en formation. Et oui, je peux piloter cet avion. » Ce qu'Alejandro ne dit pas, c'est qu'il n'avait que 17 ans et qu'il n'avait pas de licence officielle. Mais à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était que 173 vies dépendaient désormais de lui. « Que dois-je faire ?» demanda Maria, la voix ferme, forte de ses années d'expérience. « Appelez le contrôle aérien sur la fréquence d'urgence. Dites-leur que nous avons une panne électrique totale, que le commandant de bord est hors d'état de nuire et que nous avons besoin d'une assistance d'urgence pour l'atterrissage. » Pendant que Maria communiquait avec le contrôle au sol, Alejandro évaluait rapidement la situation. Les principaux systèmes électriques de l'avion étaient en panne. Mais les batteries de secours se déclenchaient progressivement. Les feux de détresse s'allumèrent, lui offrant juste assez de visibilité pour surveiller les instruments les plus critiques. Contrôle d'urgence, ici Avianca 892, transmet Maria sur la radio de secours. Nous avons une urgence en vol. Coup de foudre direct, systèmes électriques endommagés. Commandant de bord médicalement inapte. Avianca 892, ici le contrôle d'urgence de Bogota, fut la réponse. Quelle est votre position actuelle et quel est le statut de votre vol ? Alejandro vérifia les instruments encore alimentés par batterie. À environ 150 km au nord-est de Medellín. Altitude 32 000 pieds. Descente involontaire due à une perte de puissance du moteur droit. C'était vrai. La foudre avait non seulement détruit l'électronique, mais aussi endommagé l'un des deux moteurs. Le moteur droit ne tournait qu'à 60% de sa capacité, provoquant une descente lente mais régulière. Pilote aux commandes, quelle est votre expérience de vol ? A demandé le contrôleur. Alejandro hésita. S'il disait la vérité, il paniquerait et le submergerait d'instructions qui ne feraient que le désorienter. Mais s'il mentait, il aurait plus de liberté pour appliquer ce qu'il avait appris. Copilote certifié avec 800 heures de vol sur le 737, a-t-il menti, gonflant au centuple son expérience en simulateur. Compris. Avianca 892. Pouvez-vous maintenir l'altitude ? Alejandro regarda à nouveau les instruments. L'avion descendait à 150 mètres par minute. À ce rythme, ils avaient peut-être 20 minutes avant d'être contraints d'atterrir, qu'ils le veuillent ou non. Négatif, contrôle. Nous perdons de l'altitude à cause d'une panne de courant. Nous devons atterrir d'urgence au plus vite. Avianca 892, l'aéroport le plus proche est José María Cordova à Medellín, mais il est fermé à cause de la même tempête que celle que vous traversez. Alejandro sentit son estomac se nouer. Medellín avait été leur meilleure option. Si ce n'était plus viable, leur choix se trouvait soudain dangereusement limité. Quelles sont nos alternatives ? A-t-il demandé. Vous avez Apartado, à 80 km au nord-ouest, mais c'est un petit aéroport non équipé pour un 737. Ou Montoria, à 120 km au nord. Mais à votre vitesse de descente actuelle ? On n'arrivera pas à Montoria, coupa Alejandro, déjà en train de calculer mentalement. Apartado est petit, non ? Il y eut une longue pause. Avianca 892,
La piste d'Apartado mesure 1740 mètres. Un 737 a normalement besoin d'au moins 2500 mètres pour atterrir en toute sécurité. Alejandro sentit son souffle lui échapper. Atterrir un 737 là-bas serait comme garer un camion sur une place de parking. Mais il reporta son attention sur les instruments, il n'avait pas le choix. Contrôle. Nous tentons un atterrissage d'urgence à Apartado. Êtes-vous sûr de votre décision? C'est extrêmement risqué. À cet instant, Alejandro entendit un bruit déchirant. Quelqu'un vomissait violemment dans la cabine passager. Les turbulences et la peur commençaient à peser sur lui. Il se retourna et vit des visages pâles et terrifiés. Des mères serrant leurs enfants dans leurs bras. Des hommes adultes pleurant. Contrôle, nous avons 173 passagers à bord et une cargaison médicale essentielle. Nous n'avons pas le choix. Compris. Avianca 892. Nous vous connectons à la tour Apartado. Que Dieu soit avec vous. Alors que la correspondance passait à la tour de contrôle du minuscule aéroport. Alejandro réalisa qu'il était trempé de sueur malgré l'air froid. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il ajustait les commandes. Et pour la première fois depuis le début de l'urgence. Une question terrifiante lui traversa l'esprit. Mais qu'est-ce que je fais? Il avait 17 ans. 6 mois plus tôt, il nettoyait des toilettes. Aujourd'hui, il tenait 173 vies entre ses mains. Pilotant un avion endommagé vers un aéroport trop petit pour l'accueillir. Son mentor gisait inconscient à ses côtés. Tour Apartado, ici Avianca 892, déclaration d'urgence, a-t-il transmis. S'efforçant de garder une voix calme. Avianca 892, ici Tower Apartado. Nous avons été informés de votre situation. Les secours sont en préparation. État actuel de la piste, piste 05. Vent de nord-est à 15 nœuds, visibilité de 2 km en raison de pluie légère. Piste mouillée, mais opérationnelle. Alejandro ferma brièvement les yeux. Une piste mouillée signifiait une friction réduite et une puissance de freinage encore plus réduite sur une surface déjà trop courte. Tour Apartado, confirmez la longueur exacte de la piste. La piste 05 a une longueur utilisable de 1740 mètres. Son cœur se serra. C'était 60 mètres de moins que ce qu'avait initialement annoncé le contrôle de Bogota. Il avait l'impression que l'univers lui-même conspirait contre eux. À ce moment-là, Eduardo remua sur son siège. Alejandro se retourna vivement. Eduardo, tu m'entends? Eduardo ouvrit lentement les yeux, visiblement désorienté. Que s'est-il passé? Nous avons été frappés par la foudre. Votre stimulateur cardiaque est tombé en panne. Vous êtes inconscient depuis 15 minutes. Eduardo essaya de s'asseoir, mais il était faible. Alejandro le mit rapidement au courant. État, moteur droit à 60%, panne d'alimentation principale. Vol sur alimentation de secours. Descente vers Apartado. Eduardo fronça les sourcils, réfléchissant. Cette piste est trop courte pour un 737. Je sais. Mais c'est tout ce qu'on a. Eduardo regarda les instruments, puis Alejandro sa façon de gérer la crise, le calme de sa voix, les décisions qu'il avait prises sous une pression incessante. Puis il demanda. Comment vous sentez-vous? Terrifié, a admis Alejandro, mais concentré. Eduardo sourit faiblement. C'est la bonne réponse. Un pilote qui n'a pas peur dans un moment pareil est dangereux. Pouvez-vous aider à l'atterrissage? Eduardo leva les mains, mais peinait. Ma coordination est nulle. Tu vas devoir faire ça tout seul. Alejandro ressentit une vague de panique. Mais il la surmonta. Je peux le faire. Je sais que tu peux, répondit Eduardo. Sa voix était si convaincante qu'Alejandro le crut. Mais écoute bien. Pour atterrir sur une piste courte, tu devras faire quelque chose que tu n'as jamais pratiqué. Quoi? Un atterrissage en pente raide. Il faudra atterrir plus haut et plus lentement que d'habitude. Puis redescendre rapidement au dernier moment. C'est le seul moyen de s'arrêter à temps. Alejandro hocha la tête, absorbant tout. À quelle vitesse? 130 nœuds, pas plus. Volet plein. Enclencher les inverseurs de poussée dès l'atterrissage. Compris. Avianca 892, nous avons un contact visuel avec l'aéroport,
distance de 15 km, a annoncé la tour. Alejandro regarda dehors et vit les faibles lumières de l'aéroport percer la pluie. Il paraissait minuscule, ridiculement petit comparé aux aéroports internationaux sur lesquels il s'était entraîné en simulation. Tour Apartado. Avianca 892 demandant l'autorisation d'approche finale vers la piste 05. Autorisé pour l'approche finale. Tous les services d'urgence sont en position. Cela signifiait que pompiers, ambulances et équipes de secours étaient sur place. Pas vraiment rassurant. Eduardo, dit Alejandro d'une voix tendue, sache que je te suis reconnaissant. Mais ne parle pas comme si on allait mourir. On ne va pas mourir, dit Eduardo fermement. Parce que tu es trop bon pour laisser ça arriver. Alejandro entamait la descente finale vers la minuscule piste d'atterrissage des Apartado. Sous la pluie, on aurait dit un fil sur l'océan. Un éléphant tentant d'atterrir sur une corde raide. Vitesse 140 nœuds, altitude 1000 pieds, a-t-il rapporté. Bien. Mais ralentis un peu, prévint Eduardo. Alejandro a sorti complètement les volets. A réduit la puissance et l'avion a plongé plus fortement mais est resté stable. 500 pieds, vitesse 135. Alejandro, dans 10 secondes, tu vas voir la piste. Quand tu y seras. Garde le nez pointé exactement au centre. Même si elle paraît étroite, garde le cap, compris. Puis, à travers la pluie et les nuages bas, Alejandro aperçut la piste d'atterrissage des Apartado. Sa première réaction fut un choc. Elle paraissait incroyablement petite, comme une piste d'atterrissage pour maquette d'avion, et non un véritable aéroport. Eduardo. Es-tu sûr qu'un 737 peut atterrir là-bas? Je ne suis pas sûr, admit Eduardo, mais tu es la seule chance qu'ont ces 173 personnes. Alejandro prit une grande inspiration et se concentra sur la tâche la plus importante de sa vie. À 90 mètres d'altitude, naviguant à 130 nœuds. Avec 173 vies dépendant de son habileté et d'un peu de chance, il se préparait à tenter l'impossible. Tour Apartado, Avianca 892 en approche finale. Avianca 892, la piste est dégagée. Les vents sont favorables, bonne chance. Ces derniers mots bonne chance résonnèrent dans les oreilles d'Alejandro alors que l'avion descendait vers la piste la plus étroite qu'il ait jamais vue. En quelques secondes, il saurait s'il était vraiment le pilote en qui Eduardo croyait, ou s'il venait de condamner tous ceux qui lui faisaient confiance. Le sort de 173 âmes allait se jouer sur un tronçon de 1740 mètres d'asphalte, entre les mains d'un jeune homme de 17 ans qui, 6 mois auparavant, nettoyait les toilettes de l'aéroport pour survivre. À 60 mètres, Alejandro distinguait chaque détail de la minuscule piste d'atterrissage. Des camions de pompiers étaient alignés des deux côtés. Leurs gyrophares rouges et bleus clignotant comme des yeux de prédateurs dans la tempête. Des ambulances se tenaient prêtes au pire. Dans la tour de contrôle. Il savait que des gens observaient avec des jumelles, retenant leur souffle, un Boeing 737 prêt à tenter l'impossible. 30 mètres, vitesse de 128 nœuds, rapporta Alejandro. Sa voix était étonnamment calme, même si son cœur battait la chamade. Parfait, murmura Eduardo depuis son siège, même si Alejandro entendait l'effort qu'il lui fallait pour parler. Maintenez ce débit précis. Dans la cabine passager, le silence était absolu. Les 173 passagers sentaient qu'un événement critique se préparait. Les hôtesses de l'air avaient demandé à chacun de se tenir en position de sécurité, tête baissée, les bras couvrant la nuque. Des mères murmuraient des prières en serrant leurs enfants dans leurs bras. Des cadres qui n'avaient jamais prié auparavant trouvaient des mots pour Dieu. Les passagers âgés fermaient les yeux, se remémorant des souvenirs de toute une vie. 50 pieds. La piste paraissait incroyablement étroite, comme si l'on essayait d'enfiler une aiguille avec une corde. Alejandro, instinctivement, lui criait d'abandonner, de se relever et de trouver un autre chemin. Mais il n'y avait pas d'autre solution. C'était le moment pour lequel, sans le savoir, il était né. 25 pieds. 20. Le train d'atterrissage principal s'est écrasé sur la piste avec une secousse tonitruante qui a résonné dans tout l'avion. Aussitôt, Alejandro déploya les inverseurs de poussée et freina de toutes ses forces. L'avion rugit en signe de protestation, tandis que les forces d'inversion de poussée et de freinage entraient violemment en collision. Inverseurs activés, cria-t-il tandis que l'avion filait sur la piste à une vitesse suicidaire sur une piste aussi courte. Par la fenêtre,
Alejandro regardait défiler les marqueurs de distance. 1000 mètres. Encore trop vite. On ne s'arrêtera pas, hurla-t-il, la panique s'installant tandis que l'extrémité de la piste fonçait vers eux. Frein d'urgence, ordonna Eduardo, la voix faiblissant. Alejandro actionna le freinage d'urgence. L'avion vibra violemment, les pneus crissant et se bloquant avant que le système anti-patinage ne les libère. Une odeur de caoutchouc brûlé emplit le cockpit. 800 mètres. 600. 400. Puis, un événement extraordinaire se produisit. La pluie, qui avait rendu l'approche si périlleuse, devint leur allié inattendu. L'accumulation d'eau sur la piste créa une traînée supplémentaire. Grâce au freinage maximal et à la poussée inverse maximale, l'avion commença enfin à ralentir. 150 mètres. 100. 75. Le Boeing 737 s'est complètement immobilisé à seulement 50 mètres de la fin de la piste. Pendant un instant qui sembla une éternité, aucun bruit ne retentit. Ni à l'intérieur ni à l'extérieur de l'avion. Comme si le monde entier avait retenu son souffle et ne savait plus comment expirer. Puis, à l'arrière de l'avion, quelqu'un se mit à applaudir. Lentement, d'autres se joignirent à lui jusqu'à ce que la cabine entière éclate dans les applaudissements les plus nourris qu'Alejandro ait jamais entendus. Les passagers pleuraient, s'embrassaient. Criaient de joie. À quelques secondes de la mort, ils étaient désormais vivants, sains et saufs. Tour Apartado, Avianca 892. Atterrissage réussi, transmet Alejandro. Sa voix se brisant pour la première fois de toute l'épreuve. Avianca 892, c'était l'atterrissage le plus incroyable que nous ayons jamais vu, répondit le contrôleur. Alejandro percevait l'émotion dans sa voix. Tous les secours sont en route. Eduardo, malgré sa faiblesse, réussit à poser une main sur l'épaule d'Alejandro. Mon fils, tu viens de faire quelque chose que beaucoup de pilotes avec 20 ans d'expérience n'auraient pas pu faire. Alejandro retira son casquet, pour la première fois. S'autorisa à ressentir pleinement ce qui venait de se passer. Il avait sauvé 173 vies. Il avait fait atterrir un avion commercial dans des conditions impossibles. Et il l'avait fait à seulement 17 ans. Mais la plus profonde révélation est venue lorsqu'il a vu les visages des passagers, un par un, alors qu'il traversait le cockpit pour le remercier. Une mère tenant son bébé s'est arrêtée, les larmes aux yeux. Merci d'avoir ramené mon fils sain et sauf à la maison. Un homme âgé, en visite dans sa famille à Bogota, serra fermement la main d'Alejandro. Jeune homme, tu es un héros. Mais c'est une petite fille, d'environ 8 ans, qui l'a le plus ému. Elle s'est approchée timidement et a demandé. Monsieur le pilote, c'est vous qui pilotiez l'avion? Oui, petit. Ma mère dit que tu nous as sauvé la vie. C'est vrai. Alejandro s'accroupit à sa hauteur. Mais ce qui est également vrai, c'est que nous avons tous travaillé ensemble pour arriver ici en toute sécurité. La fille sourit et lui fit un câlin spontané qui le fit presque pleurer. Quand je serai grand, je veux être pilote comme toi. À cet instant, Alejandro réalisa que sa vie avait changé à jamais. Il n'était plus le pauvre garçon de Ciudad Bolívar qui nettoyait les toilettes de l'aéroport. Il était devenu quelqu'un qu'il n'aurait jamais imaginé, une source d'inspiration. Les ambulanciers sont arrivés et ont emmené Eduardo à l'hôpital pour un contrôle de son stimulateur cardiaque. Avant de partir, il a serré une nouvelle fois la main d'Alejandro. À bientôt, capitaine Moral, dit-il avec un sourire. Je suis toujours copilote en formation, protesta Alejandro. Plus maintenant. Répondit Eduardo. Après ce que tu as fait aujourd'hui, tu es un pilote dans l'âme. Le reste n'est que paperasse. Tandis que les passagers sortaient de l'avion un par un, remerciant l'équipage. Alejandro resta seul dans le cockpit pour la première fois depuis des heures. Il regarda par le hublot la piste où il avait accompli l'impossible et pensa à sa grand-mère Esperanza. Son téléphone accusait 17 appels manqués de numéros inconnus. Apparemment, la nouvelle de l'atterrissage d'urgence avait déjà atteint les médias. Mais le seul appel qu'il souhaitait passer était à elle. Grand-mère. Alejandro, mon petit-fils pilote, tout le quartier parle de toi. C'est déjà aux infos. On dit que tu as sauvé 173 personnes. On dit que tu es un héros. Alejandro sourit. J'ai juste fait mon travail, grand-mère. Non, mon amour. Tu as fait bien plus que ça.
Tu as réalisé tous mes rêves. Cette nuit-là. Alors qu'Alejandro rentrait à Bogota sur un vol commercial régulier cette fois en tant que passager où il réfléchissait aux dernières 24 heures. Il avait commencé la journée comme un simple étudiant en aviation. Il est devenu le plus jeune pilote de l'histoire colombienne à réussir à faire atterrir un avion commercial en cas d'urgence. Mais plus important que la célébrité qui allait suivre, plus important que les portes qui allaient désormais s'ouvrir, était la certitude qu'il avait trouvé son véritable but dans la vie. Il ne voulait pas seulement voler, il voulait mettre son talent au service des autres, être présent dans les moments les plus critiques, lorsque des vies dépendaient de son talent, de son courage et de sa détermination. Alors que l'avion qui le ramenait à Bogota décollait d'Apartado, Alejandro baissa les yeux et aperçut la petite piste d'atterrissage où il avait marqué l'histoire. En quelques heures, cette piste d'atterrissage allait devenir mondialement connue comme le lieu où un adolescent de 17 ans a prouvé que les héros n'ont pas d'âge. Mais pour Alejandro, cette piste avait une signification plus profonde. C'est là qu'il a cessé d'être le garçon qui rêvait de voler pour devenir le jeune homme qui a sauvé des vies grâce à l'aviation. À son arrivée à Bogota, une foule l'attendait à l'aéroport. Des journalistes, des caméras de télévision, des dirigeants d'Avianca, et, au premier plan, sa grand-mère Esperanza. Des larmes de fierté coulant sur ses joues ridées. « C'est mon petit-fils », criait-elle à qui voulait l'entendre. « C'est mon pilote !» Quand Alejandro l'a serré dans ses bras au milieu du chaos des flashs des appareils photo et des questions des journalistes, elle lui a murmuré à l'oreille. « J'ai toujours su que tu allais voler haut, mon amour, mais je n'aurais jamais imaginé que tu volerais si haut que tu toucherais le ciel. » Cette nuit-là, dans leur petite maison de Ciudad Bolívar, Alejandro était assis sur la même chaise où il avait étudié d'innombrables manuels d'aviation, où il avait rêvé de devenir pilote, où il avait planifié un avenir qui lui semblait autrefois impossible. Cet avenir n'était plus seulement possible, il était devenu réalité de la manière la plus extraordinaire qui soit. Son téléphone sonna. C'était le directeur général d'Avianca. Alejandro. Après ce que tu as fait aujourd'hui, l'entreprise veut t'offrir quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Nous voulons accélérer votre formation. Au lieu de 2 années d'études supplémentaires, si vous réussissez tous les examens, vous pourrez voler comme copilote officiel en 6 mois. Le cœur d'Alejandro fit un bond. Sérieusement? Sérieusement. Et ce n'est pas tout. Nous voulons que vous soyez l'ambassadeur de notre nouveau programme de bourse pour les jeunes défavorisés dotés d'un talent exceptionnel. Nous voulons trouver plus de jeunes comme vous. Alejandro sourit. L'idée d'aider d'autres enfants comme lui à réaliser leurs rêves était presque aussi excitante que de prendre l'avion. J'accepte, dit-il sans hésitation. Ce soir-là, avant d'aller se coucher, Alejandro sortit dans le petit jardin de sa maison et leva les yeux vers le ciel. Les étoiles brillaient plus fort que jamais. Pour la première fois de sa vie, il n'eut pas l'impression de contempler quelque chose d'inaccessible. Il eut l'impression de contempler sa maison. Demain, il y aurait des interviews, des cérémonies, des reconnaissances. Le monde entier entendrait son histoire. Mais ce soir, il était simplement Alejandro Moral, le garçon de Ciudad Bolívar, qui avait touché le ciel et ramené 173 personnes saines et sauves. Et tandis qu'il s'endormait, il rêvait de voler à nouveau mais cette fois, il n'était pas seul dans le cockpit. Il formait une nouvelle génération de jeunes pilotes, garçons et filles qui, comme lui, venaient de milieux défavorisés, mais portaient des rêves plus grands que les nuages. Une semaine après le miracle d'Apartado, la vie d'Alejandro Moral avait basculé d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Son visage était en couverture de tous les journaux colombiens. Il avait été interviewé par CNN en espagnol, Univision et Telemundo. Son histoire avait fait le tour du monde. Le hashtag Héros Alejandro était en vogue sur les réseaux sociaux. Des millions de personnes partageant son histoire de triomphe. Mais la célébrité, comme Alejandro l'a rapidement appris, est une arme à double tranchant. C'était lundi matin lorsqu'il arriva à l'académie d'aviation Avianca pour poursuivre ses études. Au lieu des regards indifférents habituels. Tous les regards se tournèrent vers lui, certains emplis d'admiration, d'autres de curiosité, et quelques-uns d'une pointe d'envie. « Voici le héros », s'écria Sébastien Herrera. L'un de ses camarades de classe. Fils d'une famille aisée de Medellín, il n'avait jamais caché son mépris pour le milieu modeste d'Alejandro. Qu'est-ce que ça fait d'être célèbre, Moral? Alejandro a essayé d'ignorer le sarcasme et s'est dirigé vers son siège habituel, mais Sébastien n'avait pas fini.
Ça doit être incroyable de se voir offrir des opportunités par un coup de chance, a-t-il poursuivi d'une voix forte, s'assurant que tout le monde puisse l'entendre. Certains d'entre nous doivent étudier pendant des années pour gagner le respect. Ce n'était pas de la chance, répondit calmement Alejandro, même s'il sentait son sang bouillir. C'était 173 personnes qui devaient rentrer chez elles vivantes. Bien sûr. Le pauvre gosse des bas-fonds devenu un héros. Une histoire de relations publiques bien pratique pour Avianca, non? Alejandro se tourna pour faire face à Sébastien. Tu sais quoi, Sébastien? Tu as raison sur un point. Je viens de Ciudad Bolívar, un quartier que tu ne trouves probablement même pas sur une carte. Ma grand-mère vend des arepas dans la rue pour survivre. Je n'ai ni l'argent ni les relations de ta famille. La salle de classe devint silencieuse tandis que la tension s'intensifiait. Mais quand 173 personnes avaient besoin de quelqu'un pour leur sauver la vie, peu leur importait d'où je venais. Leur seule préoccupation était que je puisse les ramener chez elles saines et sauves. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Sébastien ouvrit la bouche pour répondre, mais à ce moment-là. L'instructeur Ramirez entra dans la pièce. Bonjour, futur pilote. Morale, puis-je vous parler un instant? Alejandro le suivit dehors, sentant le poids de chaque regard derrière lui. Alejandro, je sais que ces dernières semaines ont été intenses, commença l'instructeur. Le conseil veut que tu saches à quel point nous sommes fiers de toi. Mais nous voulons aussi nous assurer que tu puisses poursuivre tes études sans distraction. Quel genre de distraction? Pour commencer. Des journalistes appellent l'école tous les jours pour demander des interviews. Des agents de célébrités proposent de vous représenter. Et des rumeurs circulent selon lesquelles certaines compagnies aériennes internationales seraient intéressées. Alejandro fronça les sourcils. Instructeur. Je veux juste terminer ma formation et devenir un bon pilote. Je sais. Et c'est exactement la bonne attitude. Mais je veux que tu comprennes une chose. L'attention médiatique peut être écrasante. Et ton succès ne réjouira pas tout le monde. Comme s'il avait été interpellé par la conversation, le téléphone d'Alejandro se mit à sonner. C'était un numéro qu'il ne connaissait pas. Alejandro Moral. C'est Patricia Vasquez des spectateurs. Nous enquêtons sur certaines incohérences dans votre récit du vol 892. L'estomac d'Alejandro se serra. Quel genre d'incohérence? Eh bien, pour commencer, les registres officiels montrent que vous êtes mineur et que vous ne figurez sur aucune liste officielle des pilotes titulaires d'une licence en Colombie. Alejandro regarda l'instructeur Ramirez, qui avait entendu tout l'appel. Madame Vasquez, je peux vous l'expliquer. J'en suis sûr. C'est pourquoi j'aimerais vous rencontrer pour une interview exclusive. Demain à 14 h. Quand Alejandro a raccroché, ses mains tremblaient. Instructeur. Ils vont découvrir que je n'ai pas de licence officielle. On le sait déjà, Alejandro. Et on s'y prépare. La vérité finit toujours par éclater et dans ce cas. Elle est encore plus impressionnante que ce que les médias ont raconté. Cet après-midi, Alejandro a assisté à une réunion d'urgence avec les dirigeants d'Avianca, dont le directeur général Roberto Mendoza. Alejandro, nous savions que nous devrions un jour révéler tous les détails de ce qui s'est passé ce jour-là, commença Mendoza. La question est: es-tu prêt à en assumer les conséquences? Quelles conséquences? Eh bien, certains remettront en question notre jugement pour avoir laissé un mineur sans licence piloter un avion commercial. Les autorités aéronautiques mèneront des enquêtes. Et malheureusement, certains tenteront de minimiser votre action. Alejandro resta assis en silence un moment. Regrettes-tu de m'avoir donné cette chance? Des regrets, s'exclama Mendoza en riant. Alejandro, tu as sauvé 173 vies. Tu as prouvé que le talent et le courage n'ont pas d'âge. Et tu as donné à la Colombie une histoire d'espoir au moment où elle en avait le plus besoin. Pourquoi regretterions-nous cela? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous disons la vérité. Toute la vérité. Et laissons le monde juger. Le lendemain, Alejandro était assis en face de Patricia Vasquez dans une petite salle de conférence à accent grave. Le spectateur bureau. La journaliste était une femme âgée avec des décennies d'expérience dans l'analyse d'histoires complexes. Alejandro, allons droit au but. Quel âge as-tu vraiment? J'ai 17 ans. Et combien d'heures d'expérience de vol aviez-vous avant l'incident du vol 892?
Alejandro prit une profonde inspiration. Aucune heure de vol réel. Seulement un entraînement sur simulateur. Patricia haussa les sourcils. Vous me dites que votre premier vrai vol a été de piloter un Boeing 737 avec 173 passagers. Oui. Et Avianca en était conscient. Le capitaine Suarez connaissait ma situation. La décision de me laisser voler a été prise dans une situation d'extrême urgence, alors qu'il n'y avait pas d'autres options. Patricia griffonnait rapidement des notes. Alejandro. Tu te rends compte à quel point cela semble extraordinaire. Un adolescent sans réelle expérience de vol a sauvé 173 vies lors de sa première tentative. Je comprends que cela semble incroyable. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Comment pouvez-vous expliquer que vous ayez la capacité de faire quelque chose que même les pilotes expérimentés n'auraient peut-être pas réussi à réaliser? Alejandro a pris un moment pour réfléchir. Je crois qu'il y a 2 raisons. Tout d'abord, j'ai étudié l'aviation de manière obsessionnelle pendant 2 ans. Je connaissais tous les systèmes du Boeing 737 comme si je l'avais construit moi-même. Deuxièmement, le capitaine Suarez m'entraînait sur le simulateur depuis des mois. C'était comme si j'avais piloté cet avion des centaines de fois. Juste à l'intérieur d'une machine. Et la troisième raison. Celui que tu n'as pas mentionné. Talent naturel. Alejandro haussa les épaules. Je ne sais pas si je crois au talent naturel. Je crois au travail assez harné et à la préparation. Patricia a souri pour la première fois lors de l'interview. Alejandro. J'ai interviewé de nombreuses personnes au cours de ma carrière. Les politiciens qui mentent sans cligner des yeux. Des célébrités qui inventent des histoires pour accroître leur renommée. Mais avec toi. J'ai l'impression de parler à quelqu'un qui ne réalise vraiment pas à quel point il est extraordinaire. 3 jours plus tard. L'article de Patricia Vasquez a été publié sous le titre Le miracle des Apartado. La véritable histoire du héros de 17 ans. La pièce a tout exposé. L'âge d'Alejandro. Son manque de licence officielle. Son HU. MBL origine. Et la décision désespérée qu'il a mis dans le cockpit du vol 892. La réponse a été immédiate et polarisante. Les supporters ont vu Alejandro comme la preuve vivante que l'héroïsme n'a pas d'âge. Ce talent peut surgir des endroits les plus inattendus. Que parfois les décisions les plus risquées sont les seules bonnes. Les critiques ont remis en question l'irresponsabilité de placer un mineur sans permis en charge de vies humaines. Ils ont affirmé qu'il s'agissait d'un pur hasard et ont exigé des enquêtes sur les pratiques de sécurité d'Avianca. Alejandro s'est retrouvé au centre d'une tempête médiatique qui s'est amplifiée chaque jour. Son téléphone sonnait constamment. Certaines demandes d'interview proviennent de supporters. D'autres parmi ceux qui cherchent à le démolir. Un après-midi. Alors qu'il se promenait dans son quartier de Ciudad Bolívar. Il s'est rendu compte que même là, la vie avait changé. Les voisins qui le saluaient autrefois avec désinvolture le regardaient désormais avec un mélange de fierté et de crainte. Certains ont demandé des selfies. D'autres voulaient que leurs enfants le rencontrent. Alejandro, cria Doña Mercedes. La voisine d'un accent grave côté. Mon petit-fils dit qu'il veut être pilote comme toi. C'était gratifiant. Mais aussi écrasant. Alejandro a commencé à comprendre qu'il n'était plus seulement Alejandro Moral. Il était devenu un symbole. Une inspiration, un modèle. Et cela impliquait des responsabilités auxquelles il ne s'était pas préparé. Ce soir-là. Lors d'un dîner avec sa grand-mère Esperanza. Elle a remarqué qu'il était plus calme que d'habitude. Qu'est-ce qui t'inquiète, mon pilote? Grand-mère? Penses-tu que j'ai fait la bonne chose ce jour-là? La bonne chose. Vous avez sauvé 173 vies. Mais certains disent que c'était irresponsable. Que j'aurais pu provoquer une tragédie. Grand-mère Esperanza posa sa cuillère et le regarda dans les yeux. Alejandro, sais-tu ce qui me rend le plus fier de toi? Quoi? Que lorsque tu as eu la chance d'être un héros. Tu n'as pas hésité. Vous n'avez pas pesé les risques ni pensé à votre réputation. Tu as seulement pensé aux gens qui avaient besoin d'aide. Mais que se serait-il passé si ça avait mal tourné? Et si tout se passait bien? Oh, attends, c'est vrai. Elle sourit d'un air enjoué.
Alejandro a ri pour la première fois depuis des jours. Sa grand-mère a toujours su remettre les choses en perspective. En outre, elle a ajouté. J'ai vécu 73 ans dans ce monde et j'ai appris quelque chose d'important. Les gens qui critiquent depuis le confort de leur bureau ne sont jamais ceux qui sont là quand un véritable courage est nécessaire. Cette nuit-là, Alejandro reçut un appel qui allait une fois de plus changer sa vision de toute la controverse. Alejandro. Voici Carmen Rodriguez. J'étais sur le vol 892. Il a reconnu le nom. C'était la mère du bébé qui lui avait parlé après l'atterrissage. Bonjour, Madame Rodriguez. Comment vas-tu? Je vais bien. Grâce à toi. Mais j'appelle pour une autre raison. J'ai suivi toutes les nouvelles. Toutes les critiques auxquelles vous avez fait face. Ça a été intense. Alejandro. Je veux que tu saches quelque chose. Ce jour-là. Quand tout s'effondrait dans cet avion. J'ai vu la peur dans les yeux de mon bébé. J'ai vu la panique sur les visages de chaque passager. Mais quand j'ai entendu ta voix dans l'interphone, calme, professionnel, j'ai su que tout irait bien. Alejandro sentit une boule se former dans sa gorge. Je me fiche de ton âge. Je me fiche des documents que vous avez ou n'avez pas. Ce qui compte, c'est que lorsque ma famille avait besoin d'un héros, tu étais là. Et aucun critique ne pourra jamais vous enlever ça. Après l'appel, Alejandro s'est senti plus en sécurité qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Il s'est rendu compte qu'il avait écouté les mauvaises voix. Les seules personnes qui comptaient vraiment étaient les 173 personnes à bord de cet avion. Et ils étaient tous reconnaissants. Le lendemain, il est retourné à l'école d'aviation avec une concentration renouvelée. Quand Sébastien Herrera a fait un autre commentaire sarcastique sur ses 15 minutes de gloire, Alejandro a juste souri. Sébastien. Quand 173 personnes te remercient de leur avoir sauvé la vie, on peut parler de célébrité. Jusque-là. Je vous suggère d'étudier plus dur. On ne sait jamais quand la vie mettra à l'épreuve de quoi on est vraiment fait. La classe est devenue silencieuse. Mais cette fois, Alejandro a vu quelque chose de différent sur leur visage. Pas de curiosité. Pas de jalousie. Respect. Cet après-midi-là, l'instructeur Ramirez s'est approché de lui après le cours. Alejandro. J'ai des nouvelles. L'autorité de l'aviation a terminé son enquête sur le vol 892. Alejandro sentit son pouce accélérer. Ils ont constaté que chaque décision prise ce jour-là était appropriée compte tenu des circonstances extrêmes. Plus important encore, ils accélèrent votre processus d'obtention de licence officielle. Vous pouvez passer vos examens finaux le mois prochain. Alejandro n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Sérieusement. Sérieusement. Et il y a plus. Il y a une cérémonie spéciale ce week-end. Le pré. Il de la Colombie souhaite vous rencontrer. Il va vous décerner une médaille nationale pour votre héroïsme. Alors qu'il rentrait chez lui ce soir-là, Alejandro a réfléchi sur les dernières semaines. La célébrité avait été compliquée. Controversée. Parfois douloureux. Mais cela lui avait aussi appris quelque chose. Ce de vital sur qui il était vraiment. Il n'avait pas sauvé 173 vies pour devenir célèbre. Il l'a fait parce que c'était la bonne chose à faire. Et cette vérité lui a donné la force d'affronter tout ce qui allait suivre. Parce que maintenant il savait exactement qui il était. Pas le héros créé par les médias. Pas le méchant que les critiques imaginaient. C'était simplement Alejandro Moral. Un jeune homme qui a fait ce qu'il fallait faire quand la vie l'exigeait. Et cela, décida-t-il, était plus que suffisant. Samedi matin. Alejandro s'est réveillé dans une suite de l'hôtel Casa San Agustín à Carthagène. Le même hôtel de luxe où il rêvait autrefois de travailler comme groom pour payer ses études. Il était maintenant là en tant qu'invité d'honneur du gouvernement colombien. Se préparer à recevoir l'ordre du mérite civil. La plus haute distinction civile du pays. Il s'est regardé dans le miroir en marbre de la salle de bain. Je n'arrive toujours pas à croire jusqu'où il est arrivé. Il y a 2 mois. Il était un étudiant en aviation inconnu. Aujourd'hui. Il rencontrait le président de la République. Recevoir une médaille nationale.
Son histoire est destinée à être racontée dans les livres d'histoire de la Colombie. Son téléphone a sonné. C'était sa grand-mère Esperanza. Elle avait pris son premier vol pour assister à la cérémonie. Mon pilote, es-tu réveillé? Oui, grand-mère. Comment as-tu dormi? Comme une reine. Ma chérie. Ce lit est plus grand que tout notre salon. Elle riait avec ce ton joyeux qui avait toujours été sa signature. Savez-vous quelle est la partie la plus folle de tout ça? Quoi? Hier soir? Alors que j'étais allongé dans cette chambre chic. Je me souviens quand tu étais petit et je disais que tu serais quelqu'un d'important un jour. Je t'ai toujours cru. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait comme ça. Alejandro sentit un nœud se serrer dans sa poitrine. Grand-mère? Rien de tout cela n'aurait été possible sans toi. Sans vos sacrifices. Sans ta foi en moi. Oh. Ne me fais pas pleurer si tôt. Je vais ruiner le maquillage que la dame de l'hôtel m'a appris à porter. 2 heures plus tard. Alejandro se tenait au palais des congrès de Carthagène. Vêtu d'un costume bleu marine offert par Avianca pour l'occasion. La salle principale était remplie de dignitaires. Journalistes nationaux et internationaux. Représentants de compagnies aériennes du monde entier. Et au premier rang, les passagers du vol 892 qui avaient voyagé pour assister à la cérémonie. Quand il vit les gens qu'il avait sauvés. Tout avait à nouveau du sens. Il y avait Carmen Rodriguez. Avec son bébé. Maintenant un peu plus vieux et souriant. Le vieil homme qui lui avait autrefois dit qu'il était un héros se tenait maintenant en tout. Ré de toute sa famille. La fillette de 8 ans qui avait dit vouloir devenir pilote comme lui tenait maintenant un petit avion joué dans ses mains. Monsieur Moral, a déclaré un assistant présidentiel, le président est prêt à vous recevoir. Alejandro a été escorté dans une salle privée où l'attendait le président Gustavo Petro. Accompagné du ministre des Transports et du directeur général de l'aviation civile. Alejandro, a déclaré le président en lui tendant la main. C'est un honneur de rencontrer le jeune homme qui a fait honneur à la Colombie dans le monde entier. C'est tout l'honneur pour moi, monsieur le président. J'ai lu votre histoire en entier. A poursuivi le président, et je dois dire qu'elle est extraordinaire, non seulement pour ce que vous avez fait ce jour-là, mais aussi pour la manière dont vous l'avez fait. Sans rechercher la gloire, sans demander de récompense, vous avez agi simplement parce que le moment l'exigeait. Le président était assis en face d'Alejandro. Savez-vous pourquoi nous avons décidé de vous décerner l'ordre civil du mérite? Pour être honnête, monsieur le président. J'essaie encore de comprendre pourquoi je mérite autant de reconnaissance. Exactement à cause de cette réponse, sourit le président. Dans un monde où les gens courent après la gloire et l'attention, vous représentez quelque chose que nous avions oublié, l'héroïsme authentique. Celui qui ne recherche ni les caméras ni les applaudissements, mais qui fait simplement ce qui est juste quand personne d'autre ne le peut. Monsieur le Président. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Tu crois vraiment que ce que j'ai fait ce jour-là mérite toute cette attention? Je veux dire? J'ai juste fait ce que n'importe qui à ma place aurait fait. Le président se pencha en avant. Alejandro, sais-tu combien il y a de pilotes commerciaux en Colombie? Non, monsieur. Environ 2500. Et parmi eux, savez-vous combien aurait pu faire atterrir un Boeing 737 sur une piste de 1740 mètres, avec un moteur endommagé, en pleine tempête? Alejandro secoua la tête. D'après les experts que nous avons consultés, moins de 50. Et parmi ces 50, savez-vous combien auraient même tenté l'expérience, sachant que le taux de réussite était inférieur à 20%? Combien? Peut-être 10. Et parmi ces 10, savez-vous combien étaient des étudiants de 17 ans sans permis officiel? Alejandro a finalement compris. Toi seul, Alejandro. Toi seul possédais la combinaison de compétences techniques, de courage personnel et de détermination morale pour accomplir ce que tu as fait. C'est ce qui fait de quelqu'un un héros national. Une demi-heure plus tard, Alejandro se tenait sur la scène principale du Palais des Conventions, face à un public de plus de 1000 personnes. Avec des caméras de télévision diffusant en direct à travers la Colombie et plusieurs pays d'Amérique latine. Mesdames et messieurs, a annoncé le maître de cérémonie. Nous sommes honorés de présenter au président de la République de Colombie la décoration de l'Ordre civil du mérite au jeune Alejandro Moral Vázquez.
Le président est monté sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Alejandro l'a suivi, les jambes légèrement tremblantes. En regardant la foule, il vit sa grand-mère Esperanza assise au premier rang, pleurant de joie et de fierté. « Chers concitoyens », a commencé le président. Nous sommes ici aujourd'hui pour honorer quelque chose qui transcende l'aviation, quelque chose qui surpasse même l'héroïsme individuel. Nous sommes ici pour célébrer l'esprit humain dans toute sa splendeur. Le président a raconté toute l'histoire du vol 892. Depuis l'époque où Alejandro n'était qu'un simple concierge nettoyant les toilettes de l'aéroport jusqu'à l'atterrissage miraculeux à Apartado. À la fin de son discours, il n'y avait plus un seul œil sec dans l'auditorium. Alejandro Moral incarne le meilleur de la Colombie, a poursuivi le président. Il prouve que peu importe d'où l'on vient ou quelle que soit sa situation. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait quand la vie nous offre l'opportunité de changer les choses. Le président a reçu une médaille d'or d'un assistant et, pour son courage extraordinaire, son habileté exceptionnelle et son engagement indéfectible envers la vie humaine. Il a décerné à Alejandro Moral Vázquez l'ordre civil du mérite de la République de Colombie. Lorsque la médaille fut placée autour de son cou, Alejandro ressentit le poids de bien plus que du métal et du ruban. Il ressentit le poids de la responsabilité, des attentes, mais aussi des possibilités infinies qui l'attendaient. Alejandro, a demandé le président, aimeriez-vous dire quelques mots à la nation? Alejandro s'approcha du micro, contemplant une mer de visages impatients. Pendant un instant, il se sentit complètement dépassé. Puis il vit sa grand-mère, qui lui adressa un signe de tête encourageant, et il retrouva sa voix. Monsieur le Président, distingués invités. Compatriotes colombiens, commença-t-il, surpris par la fermeté de sa voix, il y a 2 mois, je n'étais qu'un jeune garçon de Ciudad Bolívar, animé d'un rêve qui semblait impossible. Je nettoyais les toilettes de l'aéroport Eldorado et j'étudiais des manuels d'aviation trouvés dans les poubelles. Il y avait une vague d'émotion dans la salle. Aujourd'hui, je suis ici non pas parce que je suis unique, mais parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont cru en moi-même quand je doutais de moi. Le capitaine Eduardo Suárez. Qui a vu du potentiel là où d'autres ne voyaient qu'un agent d'entretien. Bianca, qui m'a donné ma chance alors que je n'avais aucun diplôme. Et ma grand-mère Esperanza, qui vendait des arepas pour que je puisse étudier. Alejandro s'arrêta et regarda sa grand-mère essuyer ses larmes avec un mouchoir. Ce qui s'est passé sur le vol 892 n'est pas seulement le fruit d'un moment de courage. C'est le fruit d'années de préparation, d'études et de pratique. Tout cela a été rendu possible grâce à un système éducatif qui m'a permis d'apprendre, à des mentors qui m'ont guidé et à une société qui m'a enfin donné la chance d'apporter ma contribution. Le public était complètement silencieux, suspendu à chaque mot. Mais plus important encore, c'était le résultat d'une vérité simple, lorsque vous avez la possibilité d'aider les autres. Quel qu'en soit le prix personnel, vous avez l'obligation morale de le faire. Alejandro prit une profonde inspiration avant de continuer. Aujourd'hui, je reçois cette médaille. Mais je veux que chacun comprenne une chose. Cette médaille n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à tous les jeunes issus de milieux défavorisés qui rêvent de quelque chose de plus grand. Elle appartient à tous ceux qui ont un jour douté de leurs capacités. Elle appartient à tous les Colombiens qui croient en leur potentiel. Les applaudissements ont commencé à s'intensifier. Lentement mais sûrement. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'annonce la création du Fondation Vuelo Alto. Une organisation qui offrira des bourses d'études en aviation aux jeunes issus de milieux défavorisés qui font preuve de talent et de détermination. Parce que je suis convaincu que dans les quartiers les plus pauvres de Colombie, il existe de futurs pilotes, ingénieurs et dirigeants qui ont simplement besoin d'une chance. Les applaudissements se firent assourdissants. Alejandro dut attendre plusieurs minutes avant de reprendre. Je veux terminer avec un message pour tous les jeunes qui regardent cela. A-t-il déclaré en regardant directement les caméras. Peu importe d'où vous venez. Peu importe votre situation actuelle. Si vous avez un rêve, si vous êtes prêt à travailler pour l'atteindre, si vous êtes prêt à étudier et à vous préparer, alors ce rêve est réalisable. Il s'arrêta une dernière fois, ressentant l'énergie du moment. Parce que je suis la preuve vivante qu'en Colombie, avec du travail et des opportunités, tous les rêves peuvent devenir réalité. Même le rêve impossible d'un pauvre garçon qui voulait toucher les nuages. L'ovation qui a suivi a duré plus de 5 minutes. Les gens se sont levés, certains ont pleuré, d'autres ont crié d'émotion.
Alejandro a vu les passagers du vol 892 applaudir avec des larmes aux yeux. Les dignitaires se levaient de leur siège et sa grand-mère Esperanza le regardait avec tant de fierté qu'il semblait que son cœur allait éclater. Après la cérémonie, une réception a été organisée au cours de laquelle Alejandro a été présenté à des ambassadeurs, des ministres et des chefs d'entreprise de toute l'Amérique latine. Chaque conversation était une nouvelle opportunité. Chaque poignée de main, une nouvelle connexion qui pouvait changer des vies. Mais la conversation la plus significative a eu lieu avec un groupe d'étudiants en aviation de différents pays qui avaient voyagé spécialement pour le rencontrer. Alejandro, a déclaré une jeune femme équatorienne, « Ton histoire m'a incité à ne pas abandonner lorsque mes parents m'ont dit que l'aviation était trop chère pour notre famille. » « Et qu'as-tu fait ?» demanda Alejandro. « J'ai décroché 3 emplois à temps partiel et postulé à toutes les bourses possibles. Je commence ma formation le mois prochain. » « C'est incroyable, » répondit Alejandro, ressentant une profonde satisfaction, différente de toute reconnaissance officielle. « C'est exactement ce que j'espérais que mon histoire ferait. » Puis, un jeune homme du Guatemala s'est approché. « Ma famille a vendu notre voiture pour financer mon premier semestre d'école d'aviation après avoir vu ton interview sur Univision. Ils ont dit que si un jeune comme toi y parvenait, alors moi aussi. » À cet instant, Alejandro réalisa une chose profonde, le véritable impact de son action ne se mesurait pas en médailles ni en reconnaissance officielle. Il résidait dans les vies qu'il avait inspirées, dans les rêves qu'il avait ravivés, dans les barrières qu'il avait aidé à briser. Ce soir-là, de retour dans sa chambre d'hôtel, Alejandro était assis tranquillement sur le balcon, contemplant la mer des Caraïbes. Sa grand-mère s'était couchée tôt, épuisée mais profondément heureuse après la journée la plus exaltante de sa vie. Son téléphone sonna. C'était Suarez, qui venait de sortir de l'hôpital plus tôt dans la semaine avec un nouveau stimulateur cardiaque. « Comment vous sentez-vous, capitaine Moral ?» Alejandro sourit. Eduardo insistait pour l'appeler capitaine depuis le jour de l'atterrissage d'urgence, bien avant qu'Alejandro ne détienne sa licence officielle. « Je suis bouleversé. » répondit Alejandro, mais reconnaissant. « Eduardo, puis-je te demander quelque chose ?» « Bien sûr. As-tu déjà regretté de m'avoir donné cette opportunité ce jour-là ?» Eduardo rit doucement. « Alejandro, je vole depuis 25 ans. J'ai formé des centaines de pilotes. J'ai vu des talents extraordinaires et des médiocrités dangereuses. Mais jamais de toute ma carrière je n'avais vu quelqu'un avec un tel mélange de talent naturel, de préparation académique et de moralité. Le sens moral, répéta-t-il d'une voix ferme. Les décisions les plus difficiles auxquelles un pilote est confronté ne sont pas techniques. Elles sont morales. Choisir de risquer sa vie pour sauver celle des autres, voilà le véritable test. Et vous avez fait ce choix sans hésitation. Alejandro resta assis en silence, absorbant chaque mot. Et regardez ce que vous avez accompli depuis, a poursuivi Eduardo. La Fondation Vuelo Alto, qui inspire les jeunes de toute l'Amérique latine, a révolutionné l'idée même de ce qui est possible. Alejandro, vous n'avez pas seulement sauvé 173 vies ce jour-là. Vous en avez changé des milliers d'autres par votre exemple. Après la fin de l'appel, Alejandro est resté sur le balcon pendant plus d'1 heure. Réfléchissant au parcours extraordinaire que sa vie avait accompli en quelques mois seulement, du nettoyage des toilettes à la réception de la plus haute distinction civile du pays. Du statut d'étudiant anonyme à celui de symbole d'espoir et de résilience pour un pays. Mais plus important encore, il comprenait quelque chose de fondamental à son sujet. Il n'avait rien fait de tout cela pour la gloire. Il l'avait fait parce que c'était la bonne chose à faire. Et cette pure intention rendait chaque once de reconnaissance non seulement authentique, mais méritée. En contemplant les étoiles qui parsemaient le ciel des Caraïbes, Alejandro pensait à l'avenir. Il n'avait que 17 ans et avait déjà accompli plus que ce dont il avait rêvé. Mais il savait que ce n'était que le début. Il avait des fondations sur lesquelles bâtir, des vies à impacter et un héritage à construire. Et pour la première fois depuis ce jour pénible à Apartado, Alejandro Moral se sentait complètement en paix avec le chemin qu'il avait choisi. Mais je veux aussi que vous compreniez que ces opportunités s'accompagnent d'une responsabilité. Chacun de vous deviendra un exemple pour les autres jeunes de votre communauté. Chaque succès que vous remporterez en inspirera 10 autres. Chaque obstacle que vous franchirez facilitera le chemin de ceux qui viendront après vous.
Le moment le plus émouvant de la cérémonie a eu lieu lorsqu'Alejandro a invité quelqu'un de très spécial sur scène, sa grand-mère, Esperanza, aujourd'hui âgée de 74 ans. Qui avait voyagé pour participer à l'événement. Je veux te présenter la personne la plus importante de ma vie, dit Alejandro en l'aidant à monter les marches. La femme qui vendait des arepas pour que je puisse aller à l'école, qui n'a jamais douté de mes rêves, même lorsqu'ils semblaient impossibles. Grand-mère Esperanza a pris le micro avec des mains tremblantes, mais sa voix était ferme et forte. Mes enfants, dit-elle, quand je regarde vos visages. Je vois la même chose que j'ai vu chez mon Alejandro il y a des années. La faim. Non pas de nourriture, mais d'opportunité. La faim de prouver de quoi vous êtes fait. Sa voix. Fragile mais autoritaire, remplissait le hangar. Je viens d'une génération qui n'a pas eu les opportunités d'aujourd'hui. Mais je viens aussi d'une génération qui a appris que le travail acharné et la foi peuvent déplacer des montagnes. Elle tourna son regard vers les mères et les grands-mères présentes dans le public. Mères, vos enfants vont s'envoler. Ils toucheront les nuages dont vous rêviez d'en bas. Et ce faisant, ils emporteront avec eux tout votre amour, vos sacrifices, vos espoirs. Les rêves que vous avez semés dans leur cœur. Il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. La cérémonie s'est terminée par une surprise qu'Alejandro avait lui-même prévue. Je voudrais conclure par une annonce spéciale, a-t-il déclaré. La fondation Vuelo Alto est en pleine expansion. Au cours des 5 prochaines années, nous ouvrirons des centres de formation dans 10 pays d'Amérique latine, offrant des bourses complètes à 1000 jeunes chaque année. Le public a éclaté en applaudissements. Mais Alejandro n'avait pas terminé. Et voici le plus passionnant, les instructeurs principaux de ces nouveaux centres seront des diplômés de notre propre programme. Vous ne vous contenterez pas de profiter de ces opportunités, vous les créerez pour la prochaine génération. Après la cérémonie, alors que le soleil se couchait sur Apartado, Alejandro s'est retrouvé seul sur la piste même où il avait atterri un an auparavant. L'endroit avait complètement changé, plus grand, plus moderne. Rempli d'avions d'entraînement et d'élèves en stage. Son téléphone sonna. C'était Eduardo Suarez, désormais directeur de la formation de la fondation. Qu'est-ce que ça fait d'être de retour là où tout a commencé? C'est comme fermer un cercle, a déclaré Alejandro, mais aussi comme en ouvrir un nouveau. Tu sais ce qui m'étonne le plus? Demanda Eduardo. Quoi? Il y a un an, vous essayiez de sauver 173 vies. Aujourd'hui, vous en changez des milliers, et ces milliers en changeront des millions. L'impact de ce que vous avez fait ce jour-là est démultiplié. Alejandro regarda vers le hangar, où les nouveaux étudiants boursiers apprenaient à se connaître, partageaient des histoires. Nouaient des amitiés qui dureraient toute une vie. Eduardo, dit-il doucement, puis-je admettre quelque chose? Bien sûr. Parfois, je me réveille et j'ai du mal à croire que c'est vrai. Que le gamin qui nettoyait les toilettes ait réussi à arriver jusqu'ici. Alejandro, c'est là que tu te trompes. Tu n'as pas réussi. Tu ne fais que commencer. Cette nuit-là, à l'hôtel où il séjournait avec les boursiers et leurs familles, Alejandro a écrit dans son journal personnel, ce qu'il avait commencé à faire après l'atterrissage miraculeux. Un an après le jour qui a changé ma vie, je réalise que le véritable miracle n'a pas été l'atterrissage d'un avion sur une piste impossible. Le véritable miracle, c'est ce qui est arrivé après. Comment une histoire de survie est devenue une histoire d'espoir pour des milliers de jeunes. Aujourd'hui, j'ai vu dans les yeux de 100 nouveaux boursiers la même soif qu'il y a 2 ans. La même détermination, les mêmes rêves impossibles. Et j'ai compris que ma mission dans la vie n'était pas seulement de piloter des avions, mais d'aider les autres à réaliser leurs propres rêves. Demain, je commencerai à former la prochaine génération de pilotes. Mais je ne suis plus seulement le pauvre gosse qui a réussi. Je suis la preuve vivante qu'en Amérique latine, il y a des millions de jeunes au potentiel extraordinaire, il leur suffit d'une chance. Mon histoire a commencé par un rêve impossible et un atterrissage miraculeux. Mais je laisserai mon héritage en aidant d'autres à écrire leurs propres histoires impossibles. Car au final, j'ai appris que le ciel n'est pas la limite, que ce n'est que le début. Le lendemain, alors que le premier groupe d'étudiants commençait ses cours de théorie du vol, Alejandro se tenait devant eux en tant qu'instructeur. Sur le tableau, il a écrit la phrase qui deviendrait la devise de la fondation, « Nous ne sommes pas nés pour marcher alors que nous pouvons voler ». Et tandis qu'il expliquait les principes fondamentaux de l'aérodynamique à ses rêveurs aux yeux écarquillés, Alejandro comprit qu'il avait trouvé sa véritable raison d'être.
Non seulement être pilote, mais aussi servir de pont entre rêves impossibles et réalités extraordinaires. 5 ans plus tard. Alors que la fondation Vuelo Alto avait diplômé plus de 2000 pilotes issus de milieux modestes, alors que ces pilotes volaient pour des compagnies aériennes du monde entier. Alors que les histoires de résilience se multipliaient sur tous les continents. Alejandro Moral ne resterait pas seulement dans les mémoires comme l'adolescent qui a sauvé 173 vies lors d'un atterrissage miraculeux. On se souviendra de lui comme de l'homme qui a prouvé qu'un seul acte de courage peut susciter des vagues d'espoir qui transforment des générations entières. Et chaque fois qu'un de ses élèves décollait pour son premier vol commercial, Alejandro savait que le véritable miracle des Apartado ne résidait pas seulement dans l'atterrissage d'un avion. Il s'agissait de décoller vers un avenir où les rêves impossibles deviennent inévitables.